Bienvenue à cette série de conférences, les mesures et trois petits points. Et c'est une initiative du LNE, le Laboratoire national d'essais et de métrologie, en cette année du 150e anniversaire de la Convention du mètre, qui a introduit le système métrique international et qui a suivi un parcours historique absolument merveilleux. Ça a commencé quasiment à l'époque de Louis XIV qui demandait à ses ministres « Mais quelle est la surface de mon royaume ?» Et tout le monde était bien embêté pour lui répondre. Et donc, il y a eu toutes sortes d'entreprises pour... À l'époque, il y avait plusieurs dizaines de milliers d'unités différentes. Vous vous rendez compte? Chaque village avait son système d'unités. Et ne parlons pas de l'Europe en elle-même, hein, et des échanges. Et donc, comme vous allez le voir dans ces exposés, le système d'unité a fait des progrès absolument considérables. Et ça va être retracé par notre premier orateur. Alors, tout d'abord, le LNE, qu'est-ce que c'est? C'est le Laboratoire national de métrologie et d'essais. C'est la référence française pour toutes les certifications métrologiques, les mesures de précision, quelles qu'elles soient, que ce soit la longueur, le mètre, le kilogramme, le volt, l'ampère. Et donc, les industriels s'adressent au LNE pour faire certifier leurs machines dès qu'il s'agit de mesures de précision. Ces industriels peuvent aussi être des médecins ou des centres de traitement pour simplement ne pas administrer des doses de radiation trop élevées, comme on a pu le voir dans un passé pas si lointain que ça. Donc le LNE a deux composantes, une composante marchande où ses services sont mis à la disposition des industriels français, une composante métrologique de recherche et développement, et j'ai l'honneur d'être le président, c'est ici que je suis. C'est à ce titre que je suis ici ce soir, président du comité de la métrologie qui finalement supervise, évalue les activités de métrologie fondamentale du LNE. Alors, en ce 150e anniversaire de la Convention du mètre, le LNE a eu la bonne idée de créer cette série de conférences, donc 11 conférences qui vont couvrir beaucoup de thèmes associés aux mesures. Donc, quand j'ai dit les mesures et trois petits points, aujourd'hui, ça sera les mesures et leur histoire, donc, qui vont être retracées par Marc Imbert. Alors, ça sera un petit raccourci, 200 ans en 30 minutes. Et puis, ensuite, Mathieu Thomas nous donnera un très bel exemple de l'histoire du kilogramme et de comment on réalise le kilogramme, comment la Conférence générale des poids et mesures de 2018 a supprimé le kilogramme étalon du pavillon de Breteuil. Alors, ce 150e anniversaire, c'est aussi le 150e anniversaire de la création du Bureau international des poids et mesures, donc, qui a son siège à Sèvres, à Paris, donc qui est un bureau international, justement, qui est chargé de coordonner les activités métrologiques au niveau mondial. Et la France a la chance d'accueillir, de par son histoire, finalement, ce bureau international qui coordonne les mesures au niveau mondial. Donc ça, c'est le deuxième aspect important de cet anniversaire. Et donc, après cette petite introduction, je vais vous introduire maintenant le premier orateur, Marc Imbert, que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que c'est un spécialiste de métrologie depuis plusieurs dizaines d'années. Il a fait sa thèse en 1987, un petit peu après la mienne, au laboratoire Kastler-Brossel, qui s'appelait à l'époque spectroscopie hertzienne. Et on ne savait jamais, quand on passait une commande, les gens nous faisaient répéter au téléphone comment on appelait hertzienne. Donc, sous la direction de Jacques Dupont-Roch, je crois, en 1987. 2 ans après, tu étais nommé professeur des universités et titulaire de la chaire du CNAM en 92, je crois, chaire de métrologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et là, tu as dirigé donc le laboratoire du CNAM, participé à la fusion CNAM et l'ENE, le laboratoire commun de la métrologie, et membre de l'Académie des technologies, et donc un chercheur très actif sur la métrologie moderne. Et donc, je te donne la parole maintenant pour une demi-heure. Et en tant que chercheur ayant travaillé sur la mesure du temps, je serai draconien sur l'horaire, compte tenu de petits décalages que nous avons à l'origine. Tu as
Ah ben non, mais tu sais, ça va changer dans une minute, là. Voilà. Donc, il y Merci. aura un exposé et puis quelques questions et puis après on passera au deuxième exposé de Mathieu. Juste qu'on change de fichier. Et tout est parfait. Merci pour cette introduction, hein, tout à fait élogieuse. Alors, il y a quand même une chose qui a changé. Tu as dit des tas de choses que j'avais faites. Depuis le 1er janvier, je suis professeur émérite au CNAM, ce qui veut dire en retraite, hein. C'est une chose différente. Je continue à travailler, mais enfin, de façon beaucoup moins importante qu'avant, certainement. Enfin, je ne sais pas. Tu viens de parler de la Convention du Maître. Je pense qu'il est intéressant de montrer ce que c'est que la Convention du Maître, même si on l'a vu à l'entrée de la salle. Un traité international signé au nom de 5 empereurs, 6 rois, 6 présidents de la République. On est quand même à une époque où on est plutôt sur des empires et des rois. Ici, listé par ordre alphabétique, dans d'autres documents listés en mettant chaque pays en tête sur le document qui correspond à chaque pays. Donc, en particulier, je peux vous montrer le même avec la France, hein, d'abord. Okay. Et qui a comme objectif d'assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique. Alors après, tout le reste en découle. La création d'un bureau, comme tu l'as vu, la présidence confiée à l'Académie des sciences, que tu représentes ici, et l'installation à Paris ou à côté de Paris, dans ce bâtiment qui est confié à cette époque-là aux instances de la Convention du Maître, le petit Trianon de Saint-Cloud, ce qu'on appelle le pavillon de Breteuil, hein, dans le château de Saint-Cloud. Alors évidemment, quand on montre ce bâtiment, ce que fait toujours notre collègue Terence Quinn, on se dit, mais enfin, la France se fout du monde, c'est pas possible. Et il faut quand même rappeler qu'on est en 1875, qu'il y a eu une guerre franco-prussienne avec le siège de Paris juste avant, qu'il y avait une batterie prussienne sur la colline de Saint-Cloud et une batterie française d'artillerie dans le bois de Boulogne. Et qu'on est exactement au milieu. Ne vous inquiétez pas, ça s'est amélioré, c'est quelque chose qui est un peu plus beau dessus. Allez, quelques moments sur les enjeux clés pour qu'on se convainque un petit peu du fait qu'on a tous besoin de résultats de mesure et que ce n'est pas étonnant que dans tous les domaines, on soit allé sur ce plan-là. La mesure, c'est d'abord un construit social qui pacifie les échanges entre les gens et assure leur loyauté pour le commerce, pour les règles, pour le droit, pour le sport ou même pour le contrôle du sport. C'est aussi la base de la construction scientifique, avec la logique « j'observe », je modélise, je prévois, j'observe à nouveau, et si ce n'est pas ce que j'ai prévu, à ce moment-là, je modifie mon modèle. Théorie, expérience, sans arrêt les allers-retours. C'est, pour ceux qui sont plus proches des réalités sociétales et industrielles, l'outil privilégié de la performance, de la qualité, pour un monde plus compétitif, pour un monde plus sûr et plus durable. Dans le domaine de la santé, l'industrie, les éléments positifs, mais aussi les éléments peut-être moins positifs, les systèmes d'armement. Donc, la précision joue un rôle, me semble-t-il, dans leur usage. C'est enfin le champ ouvert à toutes les applications des mesures dans des domaines où c'est le mode opératoire suivi qui va donner son sens au résultat, ce que chez nous on appelle des essais. Ça va de l'intensité d'un séisme à l'efficacité énergétique en passant par l'empreinte écologique ou d'autres éléments et qui nous sont quotidiennement adressés. Et pour ça, il faut des références. Il faut définir des références, parfois imposer des références, car la mesure et le pouvoir ont toujours été un petit peu liés. La Convention du Maître, ses organes, le BIPM, dit lui-même que c'est dans tous les domaines de l'activité humaine. En effet, mesurer, c'est d'abord comparer à une référence. Et ces références, on en trouve la trace dans nos civilisations indo-européennes depuis, allez, on va dire, à peu près 8000 ans. À peu près 8000 ans, les boules d'argile qui servaient à quantifier les troupeaux, par exemple, où on mettait des billes à l'intérieur de boules creuses que l'on scellait pour compter. C'est le comptage, d'ailleurs, c'est le début de la numération. Et souvenez-vous, la base de la numération, c'est l'unité. Tiens, un nom que nous allons retrouver, le mot unité, quelque part. Ça n'empêchait pas de construire les jardins suspendus de Babylone, le temple de Ninjutsu, chez Ladakh, avec ce très bel objet qui est au Louvre, qui est le plan de ce temple qui donne les éléments de référence de longueur. Ça n'empêchait pas d'avoir des contrôleurs dans cette ville dure, bien connue des cruciverbistes et aussi tout de même de ceux qui étaient l'Ancien Testament, où on avait des bas-reliefs tels que celui-ci qui permettent de voir des... Et puis petit à petit, toutes les références sont devenues à échelle humaine. Et la vie Protagoras, métro,
Pantone, crématone, métros, andropos. Métrone, andropos, il faut que je lise. Métrone, hein, c'est le grec, et mesurer quelque part. Hein. L'homme est la mesure de toute chose. Hein, vous connaissez le grec, mais on va quand même traduire. Et toutes les unités dans l'Ancien Régime sont des unités anthropomorphiques. Le pied, pour les longueurs, la ligne, le pouce, l'empan, l'aune, etc. Pour les surfaces, les unités qui correspondent à l'économie. Elles sont toujours liées au pouvoir de haute justice. Le seigneur, dans son fief, contrôle les mesures et donc contrôle l'accès au marché. On est sur le protectionnisme jusqu'au bout. Vous pouvez vous promener dans les campagnes françaises, vous pouvez aussi aller au musée des arts et métiers, vous trouverez de très très belles collections d'étalons de ces époques-là que l'on peut voir et dont je vous ai représenté pour votre lecture plus tardive, quelques échantillons ici. La première fois où on commence à parler de mètre pour unité de longueur, c'est le metro cattolico. C'est Baratini, c'est l'Italie, c'est 1675. En fait, c'est le moment où on commence par fixer par unité de longueur quelque chose qui ressemble à la longueur du pendule qui bat la seconde, ou plutôt qui bat la demi-seconde. Et ça fait à peu près 1 mètre. Malheureusement, ça dépend du lieu, comme vous le savez, pour les questions de pesanteur. Et puis, ça devient plus sérieux au moment de la Révolution française, où on veut, avec les cahiers de doléances, unifier un petit peu tout cela. Des périodes décisives méritent d'être mentionnées ici. D'abord, à la Révolution, la première loi sur les poids et mesures, décret loi de la Convention, germinale en 3, qui y reviendra. C'est assez longuement, je crois. Et on essaie, à partir de ce moment-là, de définir le mètre de façon universelle. Ensuite, 100 ans plus tard, à peu près 80 ans plus tard, la Convention du mètre, le cœur de notre sujet, dont on fête le 150aire, piloté par le Français, le général Morin, qui est la cheville ouvrière de cet élément, et qui va instaurer les différents points que nous verrons. Avec des dates clés, récit en 1960, la réforme en 2018, dernière réforme en 2018, la création du LNE, au passage, en 1901. Et puis, je vais le mentionner quand même, parce que c'est important, même si nous n'en reparlerons pas, 120 ans plus tard, 1999, l'arrangement de reconnaissance mutuelle, qui permet aux signataires, finalement, de considérer comme équivalents les raccordements faits dans différents pays pour peu que les systèmes qualité d'accréditation et de certification soient des quêtes. Alors attention, 1875, on se met d'accord sur des définitions, sur des échanges, c'est les scientifiques qui parlent. 1999, on touche au business. On touche à l'opération de raccordement, à la protection des marchés, aux choses de ce type-là. Il faut 120 ans pour passer de l'un à l'autre. Et encore, entre une convention au traité international toujours vivant entre des États et un arrangement entre des laboratoires nationaux, les juristes vous diront qu'il y a quand même une très 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 grosse différence. Mais tout cela est sous l'égide du Comité international des poids et mesures, sous l'égide du Bureau international des poids et mesures. Je vous propose une petite approche chronologique des différentes définitions successives du mètre qui va nous permettre de comprendre comment évolue le système et comment on avance dans ce domaine. Alors, premier point, la Révolution française, je vous ai dit, c'est la recherche de l'universalité. On aurait pu dire, écoutez, à partir de demain, c'est le pied du roi qui va s'appliquer partout et pas le pied de machin, le pied de ceci. Non, non. On cherche à être universel. On appelle mètre la mesure de longueur égale à 10 millionième partie du quart nord du méridien terrestre. Et on va comparer un objet matériel à ce méridien terrestre, dont on savait que la Terre était un ellipsoïde de révolution à peu près propre. On avait vérifié ça à plusieurs endroits, en faisant de la triangulation sur ce qu'on appelle la méridienne de France, entre Dunkerque et Barcelone, parce que Barcelone, c'est un peu la France à ce moment-là, enfin, dans l'immédiate après-révolution française. Delambre, Méchin, je les ai représentés ici. Ça peut paraître étonnant, les photos qui sont avec... d'habitude, on les met dans l'autre sens pour qu'ils se regardent, Delambre et Méchin. L'état des relations entre eux fait qu'ils sont peut-être un petit peu mieux comme ça. Parce que véritablement, c'était quand même pas la grande relation entre les deux, mais ça se finit par s'arranger. On a fini par réussir à préciser sur un objet matériel la 10 millionième partie du quart nord du méridien terrestre et du coup, trouver un étalon. L'un des gros intérêts de cette loi, sur le plan pédagogique, c'est qu'elle montre bien la différence entre une définition, 10 millionième partie du quart nord du méridien terrestre, et un étalon, la représentation matérielle de l'unité. Il n'y aura qu'un étalon en platine du mètre, un mètre à bout conservé aux archives de France. On aura une photo, je crois, dans la deuxième conférence, de ces éléments aux archives, qui s'appelle le mètre, à partir duquel on fera des copies. En 1837,
une loi qui est toujours une loi en activité en France, une loi en vigueur en France. Elle instaure l'usage du système métrique. Alors, il y a d'autres textes qui ont repris un peu cet élément depuis, mais elle est toujours là. Et elle énonce le principe de la vérification des instruments par les pouvoirs publics. C'est la base légale de la métrologie légale. 1847, un arrêté qui met un petit peu cher puisqu'il confie au Conservatoire national des arts et métiers, l'établissement dont je suis originaire, le dépôt central des étalons et prototypes et la mission de travailler dans ce domaine-là et d'avancer là-dessus. C'est d'ailleurs au sein du CNAM qu'en 1901, on va créer le laboratoire d'essai jusqu'en 1978 où il posera l'autonomie qui lui permettra son développement. Si vraiment vous voulez en savoir plus là-dessus, vous avez un très beau livre d'un historien des sciences américain, Ken Adler, qui s'appelle « Mesurer le monde » que je vous conseille. Alors véritablement, arrivons à la deuxième date, les prototypes, 1875, la convention du mètre. En fait, c'est une forme de normalisation pragmatique parce qu'il faut qu'on puisse comparer les étalons entre les différents pays. Les expositions universelles l'ont bien montré. Vous voyez, en 1867, exposition universelle, on crée un comité des poids et mesures et des monnaies, parce que les monnaies sont accrochées à tout cela. Germinal en 3, on a aussi fixé l'unité de monnaie. Ce n'est pas le système mètre kilo seconde, c'est mètre kilo seconde 100. MKPSF, parce que c'était kilogramme poids d'ailleurs à l'époque, peu importe. Et l'objectif, c'est véritablement de mettre à profit les avancées scientifiques, la révolution industrielle et de faire un système ouvert, intégrant de plus en plus de domaines pour fixer des prototypes, des étalons, les reproduire et les disséminer. Alors la conférence diplomatique réunit 20 États participants. Vous savez qu'à la fin, il n'y a que 17 signataires. En fait, la Grande-Bretagne, la Grèce, les Pays-Bas, bon, on a un petit peu de temps pour adhérer après. Royaume-Uni, c'est quand même 1884, donc c'est assez vite. D'autant que pour d'autres, parmi les 17, la ratification du traité a pris un petit peu de temps. Les États-Unis, c'est 1878, donc c'est un petit peu tard. Mais bon an, mal an, tout ça marche bien. En fait, le nombre de 17, il en reste une trace dans les instances d'aujourd'hui de la métrologie mondiale, la Conférence générale des diplomates et surtout le Comité international des poids et mesures, qui est un groupe de scientifiques. Ce sont les 17 membres du CIPM. Voici une photo de la dernière réunion du CIPM. Alors, traditionnellement, ce n'est pas un texte, mais traditionnellement, il y a un Français parmi ces 17 membres. Là, c'est le deuxième à partir de la droite, et il s'appelle Noël Dimarc. Vous ne voyez peut-être pas, parce que la photo est petite, mais si vous regardez bien, il y a 18 personnes, parce que vous avez aussi le directeur du BIPM sur la photo. Si vous voulez en savoir sur le Comité international des poids et mesures, vous avez un ancien membre dans la salle. Je vous en prie, n'hésitez pas à demander à Lucas. Bien. Tout ça vit toujours. La convention est signée. Et cela dit, maintenant, il faut disséminer les étalons au monde entier. Et là, comme par hasard, on n'est plus 17, mais on est déjà 26, vous voyez? Parce que c'est 26 pays, la Bretagne est revenue tout de suite, qui veulent les étalons pour pouvoir les utiliser, etc., même si on n'a pas signé la convention. Et en 1889, sanction des prototypes en alliage de platine et d'iridium, on vous dira pourquoi un petit peu, avec des profils qui sont des profils calculés. Alors, je vous ai apporté un facsimilé en dural, il serait beaucoup plus lourd sinon, et puis c'est surtout beaucoup trop cher pour qu'on le manipule avec les doigts. C'est 3 kg, platine et d'iridium, ces choses-là. C'est devenu un mètre à traits. Il y a des traits qui sont tracés dessus, c'est plus un mètre à bout, et c'est la distance entre ces traits qui définit le mètre. Ce qui est assez intéressant, c'est le profil. Le profil est calculé par M. Tresca, qui est la personne qui est ici, professeur de mécanique du CNAM, parce qu'on vous a dit, c'est au CNAM que finalement se fait l'ingénierie de tout cela au travers du général Morin. Ce profil en X a été calculé. L'objet sur des rouleaux à des endroits particuliers. Il existe sur la face plane ici, sur laquelle sont tracés des... On appelle une ligne neutre en mécanique. C'est une ligne qui, malgré la pesanteur, n'a pas de déformation liée aux contraintes de pesanteur. Ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque, le concept de ligne neutre n'est pas inventé. Donc, c'est de façon pragmatique que Tresca, par des approximations, des calculs, etc., finalement contribue à cette invention. J'ai compris que c'est un argument que nous sortons au ministère de la Recherche quand nous voulons montrer que le pragmatisme de la métrologie permet d'aboutir sur des avancées scientifiques particulièrement. Bon, cela dit, tout fonctionne. Vous avez vu l'état du BIPM, donc on ne travaille pas tout de suite là-bas. Et la section française de la Commission internationale du mètre étalonne notamment plus d'une cinquantaine de mètres pour ces 26 pays, dont ceux de l'Académie qui sont représentés ici et que sans doute tu vas faire visiter, mais tu as dû voir Christophe dans les locaux. Là encore, si vous voulez tout savoir là-dessus,
From Artifacts to Atoms, le livre de Terence Quinn vous dira absolument tous les éléments qu'il faut là-dessus. Bon, si vous avez été attentif, vous savez que pour le mètre, la prochaine étape, c'est 1960. 1889-1960, qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt, pourquoi ne se passe-t-il rien? Il se passe quand même des choses. D'abord, mesurer, c'est comparer. On essaie d'étendre le domaine et finalement le domaine couvert par la convention du mètre à d'autres champs, tous ces champs disciplinaires qui sont représentés ici. Ah, on était dans la dynamique avec mètre, kilogramme, seconde, etc. On passe à l'électrodynamique, c'est-à-dire les mouvements, leurs causes, y compris électriques et magnétiques. Et puis, tous les éléments liés à la thermodynamique, la physico-chimie, toutes ces sciences expérimentales du 19e siècle. Même la photométrie, où on s'intéresse à l'observation humaine par un instrument particulier qui est l'œil humain moyen. Et on s'aperçoit que pour couvrir toutes les grandeurs de tous ces domaines, et attention, quand on dit physico-chimie, ça veut dire chimie. Chimie, ça veut dire biochimie. Biochimie, ça veut dire biologie. Donc on va très loin dans tous ces domaines. Il suffit de choisir conventionnellement cette grandeur, de définir des unités pour celle-ci, et d'en déduire de façon intelligente, cohérente, des unités pour toutes les. Alors, le choix a été fait, c'est la longueur, la durée, la masse, l'intensité de courant électrique, la température thermodynamique, la quantité de matière et l'intensité lumineuse, et les symboles des unités que vous connaissez, mètre, seconde, kilogramme, ampère, Kelvin, mol et candela sont représentés ici. Et ils sont peu à peu intégrés à quelque chose qui va devenir en 1960 le vrai système international d'unités, SI, avec des étapes en 1946, où les unités électriques font leur apparition, en 1954, où le Kelvin et la candela y rentrent, pour finalement, en 1971, voir la mole y rentrer et créer ce système cohérent et rationalisé, où le choix des définitions et leur évolution, parce qu'elles évoluent, ces définitions, pas celles du mètre, mais les autres, oui, eh bien, cherchent à les rendre de plus en plus pérennes, invariantes dans le temps, uniformes, invariantes dans leur réalisation d'un point à l'autre de l'espace, exact, parce que c'est le sommet des chaînes de traçabilité des mesures, des chaînes qui permettent de raccorder les instruments, et, si possible, un peu accessible à l'utilisateur moins scientifique. Vous me direz, il ne se passe rien, pourquoi? Pourtant, en science, il se passe plein de choses entre 1889 et 1960. Il se passe plein de choses, il se passait même des choses avant, puisque Maxwell avait déjà dit, Maxwell, il est mort en 1879, donc c'est avant, on est d'accord. Il avait déjà dit que pour trouver des étalons, il fallait regarder la masse, la longueur d'onde, la fréquence de ces belles choses qu'il appelait des molécules et qu'on appelle aujourd'hui des atomes et des molécules, on va dire. Et puis, dans cette période-là, Bohr étudie les structures atomiques, Michelson développe l'interférométrie, Schrödinger et les autres la mécanique quantique, la relativité fait son apparition, enfin bref. Habituellement, on dit qu'à partir du congrès Solvay, en 1927, où vous voyez Einstein au centre, et puis vous pourriez reconnaître tout un tas de scientifiques tout autour, extrêmement connus, c'est plié. C'est plié. Toutes ces grandes théories, aujourd'hui même pas fausses, c'est-à-dire qui ne sont pas mises en échec 100 ans après, sont déjà découvertes. Pourtant, il ne se passe rien sur le mètre. Pire. Au début du XXe siècle, on invente une unité de longueur qu'on appelle l'angstrom, qu'on relie à la longueur d'onde d'un atome particulier, qui est l'atome de mercure. On se retrouve donc avec deux unités de longueur, une pour les tout petites, les centaines de nanomètres, les longueurs d'onde, une pour les éléments plus grands, le mètre. Prototype. Mais que fait le monde pendant la première partie du XXe siècle? Vous savez, le monde, il construit des ponts, des routes, des camions, des bateaux. Il se tire dessus un peu aussi, mais plutôt à longue distance, avec des obus. Il est plus intéressé par des mètres et des multiples que par des centaines de nanomètres. Et si on n'arrive pas à passer de l'un à l'autre suffisamment bien pour ne pas perdre en exactitude en prenant une référence très scientifique, eh bien on n'en change pas. Il faut attendre 1960 pour que ça se fasse et qu'on passe enfin à une définition à la Maxwell, c'est-à-dire une définition où le mètre devient un multiple de la longueur d'onde émise sur une transition particulière par un atome particulier. Peu importe l'atome et la transition, c'est juste pour que ce soit bien robuste, visible, que ce soit réalisé de façon à peu près simple. Et le multiple, c'est parce que, vous savez, on ne va pas changer le mètre, on va prendre le même, on va le préciser, mais on ne va pas faire le coup de l'euro, on ne va pas vous dire la nouvelle unité, c'est 6, 5, 5, 9, 5, 7 fois la précédente. On dit, c'est la même, elle est biodéfinie dans l'intervalle de matérialisation de la précédente. Alors du coup, il faut quand même réussir à étalonner
des mètres, des cales, des objets, mesurer des objets matériels. Ça se fait par interférométrie. Alors l'interférométrie, c'est profiter des propriétés ondulatoires de la lumière pour créer des interférences, en superposant des signaux cohérents. De toute façon, soit vous savez ce que c'est, auquel cas je ne vous apprends rien, soit vous ne savez pas, auquel cas dans la minute qui m'est impartie, je ne vais pas vous l'apprendre. En revanche, cette superposition de franges d'interférence, en les comptant, va vous permettre d'accéder à cette distance de déplacement dans cet interféromètre de Michelson. Et donc, par ce comptage de franges et de centièmes, et aujourd'hui de mieux que 10 millièmes de franges, on arrive à étalonner un objet matériel à partir d'une longueur d'onde. Et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Auparavant, la seconde avait des définitions astronomiques, une fraction du jour solaire moyen, et puis comme la Terre tournait pas très rond autour d'elle-même, on a pris une fraction de l'année tropique 1900, une définition qui a été fixée en 1960 par l'Union astronomique internationale, donc relativement récemment. Et puis on se dit que c'est quand même dommage de ne pas aller dans une définition à la Maxwell aussi, et la seconde devient en 67-68 encore un multiple de la période d'une transition atomique particulière dans un atome particulier, l'état fondamental du césium. J'aurais pu mettre les chiffres puisque c'est toujours encore aujourd'hui la définition de la seconde, peu de choses près, même si la forme de la définition a un peu changé. Mais c'est toujours celle. À l'époque, ça permettait quand même de faire des horloges à césium à 10-12 près, c'est-à-dire au millionième de millionième près, au point de vue exactitude d'une seconde. Alors depuis, on a fait beaucoup mieux. Depuis 1968, on a gagné pour le césium 3 ou 4 ordres de grandeur, et surtout sur d'autres horloges, on a gagné plus de 5 ou 6 ordres de grandeur. Donc on est plutôt dans les 10-17, 10-18 aujourd'hui. On en dira peut-être un petit mot à la fin. Mais sachez que la seconde reste aujourd'hui l'unité qui est et qui sera la matérialisée avec le plus d'exactitude. Vous n'avez pas besoin de changer de référentiel. Quand vous vous déplacez, il faut que votre instrument, à un moment donné, change de référentiel et change d'endroit. Là, c'est quand même un petit peu scientifiquement plus élaboré. Alors, si on se replace dans les années 70, si vous voulez mesurer la vitesse de la lumière C, l'expérience est conceptuellement assez simple. Prenez une onde électromagnétique, vous mesurez sa longueur d'onde, sa fréquence. Pour peu qu'elle soit plane ou sphérique, ça vous donne C par la seule équation que je vous montre depuis le début de cette conférence, lambda égale C sur nu. Pourtant, je ne suis pas historien, Mathieu Thomas non plus, et on se sent mieux quand on a des équations projetées. Nous, c'est là des éléments à quoi se raccrocher quand même quelque part. Mesurer, c'est comparer. Mesurer la longueur d'onde, c'est se comparer au krypton. Mesurer la fréquence, c'est se comparer au césium. 5 grandes causes d'incertitude dans cette expérience, les 2 comparaisons, la qualité des 2 références, et puis aussi le fait que l'onde électromagnétique, elle n'est peut-être pas, en gros, la qualité du signe égale, parce que l'onde électromagnétique n'est peut-être pas parfaitement plane ou parfaitement sphérique. Pour toutes ces causes d'incertitude, c'est de loin, 10 par rapport à d'autres, la qualité de la référence de krypton qui fait défaut et qui crée toute l'incertitude. Total, la conclusion est claire, il faut fixer la valeur numérique de C, abandonner la référence de krypton et déduire la seconde du mètre. C'est ce qui est fait en 1983. Le mètre devient la longueur du trajet parcouru par la lumière. Déduire le mètre de la seconde. J'ai dit le contraire? Ah non, déduire le mètre de la seconde. Déduire le mètre de la seconde. Ce serait d'ailleurs pas la première fois, puisque avant la Révolution française, quand on utilisait la longueur du pendule battant la seconde, on était en train de déduire l'unité de longueur de la seconde. Donc c'est pas nouveau. Et dans le système international, beaucoup d'unités sont déduites des autres. Rien de choquant, on couvre des domaines différents. Alors comment ça marche? Une grandeur, vous l'exprimez par une valeur numérique et une unité. Si vous avez une constante et que vous êtes sûr qu'elle est constante, parce que la théorie vous dit qu'elle est constante et que la théorie n'est pas mise en défaut, la théorie n'est même pas fausse, c'est le cas de C. Oui, c'est la lumière dans le bit. Si vous fixez la valeur numérique, vous voyez bien que si la grandeur est constante, vous avez fixé l'unité, vous avez défini l'unité. Vous me direz, on a défini l'unité de mètres par seconde. Oui, mais comme on a la seconde d'un autre côté, trouver le mètre, là, ça devient finalement assez facile. Et donc, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on réalise ces différents points. Alors, je regarde l'heure, et c'est là, en appuyant là-dessus, théoriquement, j'en saute un petit peu. Bien. Le système international d'unité, maintenant, comment y arrive-t-on? Parce que je vous ai parlé de l'agrégation de tout un tas d'unités de base au système d'unités.
Si on avait fait cette conférence il y a 7 ou 8 ans, hein, on aurait dit, voilà, les unités de base vers 2017, elles sont un petit peu particulières. Il y a le mètre, la lumière, il y a le kilogramme, c'est toujours le prototype. Il y a la seconde, c'est l'horloge à césium, l'ampère, la mole, le kelvin, la candela. Le kelvin, c'est le point triple de l'eau, par exemple, un point d'équilibre entre phases d'un corps pur. Je ne vais pas détailler chacune d'entre elles. Enfin bref, les groupes de travail à l'Académie des sciences disent que tout ça, c'est un peu pathologique et dépassé pour beaucoup d'entre elles. En tout cas, ça ne tient pas compte des avancées les plus spectaculaires de la physique moderne. L'Académie de technologie et les technologues disent que c'est inadapté au nanomonde, et c'est assez vrai, si vous voulez. Hein, quand vous voulez avoir la masse d'un nano-objet, il faut vous comparer à un prototype qui fait 1 kilogramme. Ça demande quand même pas mal de comparaisons, pas mal de temps, et il y a de la perte en ligne, hein, comme on dit. Quand vous voulez une température élevée, il faut vous raccorder à une température qui n'est pas très loin du 0 degré. Or, bon, c'est toujours pareil. Hein. Vous êtes bien fixe là, vous voulez mesurer là-bas, il y a un bras de levier, ça bouge un peu. Si ça bouge très peu là, ça bouge beaucoup là-bas. Hein. Donc, l'incertitude va être très élevée. Les gens s'en rendent compte. Il faut changer la définition du kilogramme. Il faut changer d'ailleurs du coup le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole. Publication dont les signataires sont parmi les plus éminents métrologues du début du XXIe siècle. Et ce qui est adopté, c'est d'aller vers le gel de la valeur numérique de constante de la nature ou de constante physique fondamentale, sur le principe qu'on a adopté pour le mètre. En fait, d'intégrer dans la définition des unités des modèles de référence, des modèles scientifiques. Anton Crématone trône non pas andropos, mais épistémé. La science devient la mesure de toute chose. Et du coup, très belle exposition l'a montré, hein, les 7 unités du monde, j'espère que vous avez l'occasion de la voir. On passe de la 8e édition de la brochure du SI à la 9e. On remplace le kilogramme, en quelques mots, le prototype, par la fixation de la constante de Planck, de la charge élémentaire pour redéfinir l'ampère, de la constante de Boltzmann pour redéfinir l'unité de température, le Kelvin, et de la constante d'Avogadro pour redéfinir la mole. Alors, ceci, si vous voulez, de façon à ne pas perdre en exactitude globale, de permettre la mise en œuvre des définitions directement en n'importe quel point de l'étendue de mesure. On n'a plus les problèmes de bras de levier que j'évoquais tout à l'heure. Et comme on est sur des théories qui sont des théories liées aux constituants fondamentaux de la matière, on est parfaitement adapté aux nanosystèmes et au monde quantique. Des nouveaux capteurs ne sont pas inventés qui vont ramener les mesures de M, de F, de température à des mesures de fréquence qui sont celles que l'on manipule le mieux, avec ces habitudes que nous avons d'écrire ces équations qui relient les éléments entre eux. Alors, ce n'est pas E égale N, c'est E égale nu. Vous avez compris que le passage d'un ordinateur à l'autre a fait perdre la fréquence, hein, mais fréquence, E égale MC2, E égale KT. En gros, il faut jouer avec tout ça et les constantes fixées pour réussir à inventer des principes de mesure nouveaux. On le sait bien que ça va marcher. Parce que, souvenez-vous de la définition du mètre 1983, où on a raccordé le mètre C, en fixant la valeur de C. Si vous faites pas ça en 1983, vous n'avez pas de GPS aujourd'hui. Plutôt, vous ne l'utilisez sûrement pas avec autant d'habitude que ça. Vous connaissez que c'est quand même quelque chose qui a un peu changé la vie du positionnement de la cartographie. Donc, vous voyez, ces changements de définition peuvent changer la vie. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, un petit mot sur la suite de slide. Si c'était 5 minutes, j'aurais tapé sur le petit bouton blanc ou à droite pour les sauter, mais ça va aller. Qu'est-ce qui se passe pour le mètre? Aujourd'hui, les problématiques du mètre, elles sont assez simples à concevoir. C'est comment regarder plusieurs éléments. D'abord, le canal dans lequel se propagent les signaux lumineux. Parce que la définition, elle est dans le vide. Mais on mesure rarement dans le vide. On mesure souvent dans l'air. Et les nouvelles définitions du SI, il faut que l'indice optique de l'air, vous savez, qui agit sur la propagation des rayonnements lumineux, vous connaissez l'effet mirage, quand ce n'est pas homogène, vous connaissez la dispersion qui permet même de créer des arcs-en-ciel, des choses de ce type. Tous ces éléments ont été étudiés. On sait, à partir des éléments fondamentaux du calcul, modéliser le calcul de l'indice de milieu de référence, comme l'hélium. Et donc, on a des mesures absolues d'indice et qui nous permettent d'avoir des références et de les comparer.
On travaille aussi sur les objets, sur les formes, afin de réussir à décrire ces objets le mieux possible. Parce que le contact est quelque chose de difficile et la robotique exige de voir ces pieds. On travaille sur les nanosystèmes. On a bien mis en évidence qu'en fonction du type de capteur, les données obtenues n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes et qu'il fallait savoir les combiner, faire de la métrologie hybride. Mais vous avez une conférence qui est dédiée à ce monde-là et qui donc parlera plus spécifiquement de ces éléments. On travaille sur les mesures à distance, qu'on appelle la multilatération, ce qui permet de repérer des positionnements même dans des ambiances qui sont des ambiances où on ne peut pas aller, des ambiances très toxiques. Ambiances, par exemple, à l'intérieur des accélérateurs de particules. On étalonne des dispositifs de mesure de grande longueur. On mesure des grandes distances dans l'air, juste pour l'anecdote. Sans doute l'une des mesures de longueur, quelques kilomètres, les mieux définies, les mieux connues au monde, c'est entre le toit de ce bâtiment et la terrasse de l'Observatoire de Meudon. Nos collègues qui y travaillent réussissent à créer là-dessus, sur 3 jours, un écart type sur la mesure en dessous du millimètre. C'est quelque chose qui est spectaculaire. Sur 5 km, il y a des bases géodésiques, etc. Mais en ambiance urbaine, parce qu'on est en ambiance urbaine, en ayant traversé un fleuve en plus, c'est quelque chose qui est véritablement une forme d'exploit. Sur la seconde aussi, l'aventure continue. Et la seconde, vous avez bien compris que le schéma que je vous ai montré, c'est le dernier transparent dans la conclusion. Le schéma que je vous ai montré nous invite à un changement. On va pouvoir difficilement continuer avec le césium si on a des horloges qui sont plus stables qu'exactes. Beaucoup plus stables qu'exactes. Si on sait comparer même ces horloges à quelques 10-18 près, en ayant développé, c'est le projet REFIMEV, un réseau de fibre optique, attention, un réseau de fibre optique à l'échelle continentale, c'est-à-dire entre l'Allemagne, la France, l'Italie, même peut-être au-delà. Les horloges se développent, optiques. Oui, l'horloge à césium, elle est micro-ondes, si vous voulez. Les micro-ondes, c'est-à-dire, elle oscille 10 000 fois moins vite. Alors, vous vous doutez bien que quand vous comparez des oscillateurs entre eux, plus ils oscillent vite, vous pouvez les comparer à une fraction d'oscillation. Donc, c'est mieux. Et puis, peut-être même, on peut aller au-delà de l'optique. Certains y pensent. Et donc, on doit s'attendre à un changement de définition de la seconde. Alors, elle est plus ou moins programmée. Il y a une feuille de route pour aller dans ce domaine-là. Peut-être prendre plusieurs conditions optiques plutôt qu'une constante fondamentale, parce qu'on est un peu en panne de constante fondamentale là, pour réussir à en rajouter dans le système qui soit indépendant des autres. Il y aurait bien la constante de gravitation, mais sa mesure est quand même très complexe et elle n'est pas connue avec une exactitude suffisante. On y perdrait beaucoup. C'est quand même un point difficile parce que on arrive à une exactitude sur les horloges qui est telle que la gravité joue un rôle. La gravitation. En fait, on peut montrer et on peut observer le fait qu'une horloge atomique, vous voulez, sa fréquence dépend de l'altitude. Parce qu'il y a la Terre qui modifie par son potentiel de gravitation les conditions de fonctionnement, les conditions de l'atome. 10-18 en valeur relative, alors on va me dire c'est quand même... Oui, c'est à peu près 1 centimètre quand même en altitude. Donc on est véritablement en train de voir ces aspects-là de façon très nette, à tel point que certains pensent à utiliser cette horloge pour faire de la géodésie, c'est-à-dire pour voir le champ de gravité à la surface de la Terre. Quand j'étais enfant, un petit peu, on parlait d'ornifleurs à un moment donné, on n'est pas loin de ça quand même, qui sait. En tout cas, on peut faire de la géodésie horloge, on peut... On a des projets spatiaux dans tous ces domaines et c'est véritablement l'avenir de la seconde. Alors, pour résumer un peu ce que je vous ai dit, et c'est une conclusion évidemment provisoire, d'abord, vous avez compris que l'évolution des unités, c'est vraiment pas à pas. Hubert Curien l'a bien dit en ouvrant la conférence générale des poids et mesures en 1991, vous ne lâchez un point d'appui que lorsque le suivant est parfaitement établi et que le passage peut s'effectuer sans hiatus. On ne se précipite pas en métrologie pour faire évoluer les unités. Le deuxième point, vous avez compris que les modèles scientifiques qui sont confortés, même pas faux, sont aujourd'hui intégrés dans la définition des unités, y compris les modèles quantiques, et que donc les unités d'aujourd'hui sont adaptées aux mesures dans ces mondes-là. Vous allez me dire, et si ces modèles sont faux? Écoutez, s'il y a une preuve expérimentale que ces modèles sont faux, on changera la définition, et puis c'est tout. C'est pas très grave. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est assez robuste. Que le maître reste quand même
un candidat intéressant pour comprendre comment ça évolue, et même en pratique. Boutry l'a dit il y a 80 ans. Hein. Boutry, c'était le fondateur du laboratoire électronique Philips, hein, notamment. C'était aussi un directeur du laboratoire national d'essai. Celui-ci était homme. Pour accomplir les opérations les plus spectaculaires de la physique moderne, il faut quand même mesurer quelques temps, quelques longueurs, quelques masses, directement ou d'une autre manière. Donc, continuons à nous... Alors, si j'ai réussi à vous montrer que la métrologie et la convention du mètre et tous ces développements, ça a été l'outil d'un progrès raisonné, choisi et partagé à l'échelle mondiale, personnellement, je me souviendrai longtemps de cette séance à Versailles qui a adopté les derniers changements de définition, où des pays qui étaient pratiquement en guerre avaient des délégués qui votaient conjointement en faveur de cette réforme-là. C'est quelque chose qui est impressionnant, si vous voulez, de voir ce rassemblement par-delà les questions de pouvoir autour de ces questions scientifiques et de pratique. Merci pour votre patience. Merci Marc pour cet exposé fascinant. Une centaine d'années et qui montre l'importance des unités. Alors on a le temps pour 2 questions de la salle. N'hésitez pas. Certaines choses. Oui. Je fais qu'une seule. Alors, je ne sais pas répondre à votre question. Je pense que c'est l'histoire. Les unités sont des noms communs. Évidemment, mètre est un... Je pense qu'historiquement, mètre était employé à partir de la racine grecque et même avant la Révolution française, comme j'ai essayé de vous l'indiquer. Gramme vient de grave, et kilogramme, c'était grave. Alors, grave, c'était la gravité, c'était le poids, à un moment donné. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on définissait des références et des unités, on utilisait des noms de savants. La différence, c'est que le symbole d'une unité a une majuscule quand son nom est issu d'un nom propre, à l'exception du litre. Les biographies de Claude Litre sur le web sont des canulars. Il n'y a pas de Monsieur Litre. En physique, si je peux compléter ta réponse, en physique, il y a beaucoup de constantes qui sont associées aux découvertes de ces chercheurs. La constante de Boltzmann, la constante de Planck, parce qu'il fallait introduire une nouvelle constante pour décrire la mécanique quantique, la quantification du rayonnement électromagnétique. Aussi la constante de von Klitzing, qui est... Surtout qu'il en parle. Oui, tu en parles. Très bien. Et donc, les physiciens aiment bien laisser leur nom à une découverte particulière. Sur une autre. Deuxième question, si vous me permettez. Ah oui, j'ai pas de micro. Ah, pardon. Parce qu'on en... Je n'avais pas vu, pardon. Ma deuxième question, alors je ne sais pas comment la formuler. Après 2030 est stabilisé, ou que faudrait-il comme révolution pour changer après 2030? Alors, si vous voulez, déjà faire jouer à un scientifique le rôle d'historien, c'est compliqué, mais lui faire jouer le rôle de devin, c'est encore pire, si vous voulez. Je ne sais pas répondre à votre question. Oui, là, on peut passer. Bien sûr que si, on pourra certainement un jour faire mieux parce qu'on comprendra mieux les choses, parce qu'on découvrira de nouvelles propriétés de la matière, parce qu'on arrivera à mieux les exprimer, si vous voulez. Alors, vous avez dans le système international d'aujourd'hui des éléments qui sont extrêmement disparates. Si vous prenez tout ce qui est seconde, mètre, kilogramme, tout ce qui est masse, tout ce qui est temps, tout ce qui est longueur, vous êtes véritablement sur des données fondamentales de la construction scientifique qui représente le monde d'aujourd'hui. Si vous regardez la quantité de matière avec la mole, vous savez, il y a
Et dans ce groupe, tu as des collègues à l'Académie des sciences qui pensent que ce n'est pas très différent de la douzaine 2. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas très différent de la douzaine 2, si vous voulez, sauf que ce n'est pas 12. Si vous regardez la candela, là, vous utilisez une modélisation de l'œil humain moyen et de sa sensibilité pour définir des unités. Mais plus sur des unités qui sont nécessitées par l'immense champ des applications que par la construction scientifique elle-même. Et on essaie de faire de la science dans cet immense champ d'application. Alors, est-ce que les progrès suivants conduiront plutôt à des évolutions dans la partie, j'ai envie de dire, la plus science dure ou la plus science appliquée du système international? Je ne sais pas vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura des évolutions. Ça, il y aura des évolutions. 2030, c'est la cible pour la seconde. Hein, ouais. Pour la métrologie, 2030, c'est demain. Hein. Compte tenu du processus de décision à prendre, c'est vraiment demain. Aujourd'hui. Et ensuite, on peut s'attendre à ce que, vous savez, ce qu'on appelle la révolution quantique, dans laquelle on est en train d'investir énormément sur le plan des applications, eh bien, donnera aussi des éléments fondamentaux. Rappelez-vous, ça fait profil, dans les lignes neutres. Juste compléter la question. Aujourd'hui, on ne sait pas unifier la mécanique quantique et la gravitation. Teste le principe d'équivalence d'Einstein. Si on trouve une violation, si on trouve l'existence de nouvelles forces ou de nouvelles particules, il est bien possible qu'on soit ramené dans la même situation que Planck, qui avait introduit sa constante de Planck. Donc, dans le cadre des théories acceptées et non mises en défaut aujourd'hui, on est OK avec les unités dont on dispose. Ça ne veut pas dire que ça sera une centaine d'années qui... Il y a eu un fort débat quand il s'est agi de modifier la définition de l'ampère, les unités électriques, pour savoir si la constante retenue allait être la charge élémentaire ou si on allait rester avec la définition précédente qui portait sur finalement de l'impédance du vide, c'est-à-dire d'une propriété du vide, électromagnétique du vide. Tranché en faveur de eux, principalement avec les constantes de Sting ou autres. Mais c'était un débat que nous avons presque eu en préparant cet exposé conjoint entre, je dirais, milieu dilué d'un côté et matière condensée de l'autre, le vide et la matière. Ça nous fait une très belle transition, Marc, pour passer au deuxième exposé. Encore merci. Donc, le deuxième exposé, justement, va nous faire plonger dans l'histoire du kilogramme. Il sera donné par Mathieu Thomas, qui est ingénieur au LNE, qui a fait sa thèse en 2015, justement sur le sujet de la balance du watt. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire peser une unité de puissance? Le watt est une unité de puissance, une balance. On a l'impression que ça, c'est fait pour comparer des kilogrammes ou des grammes et des choses comme ça. Donc, Mathieu va nous expliquer maintenant les progrès phénoménaux que le LNE a réalisés, ainsi que d'autres labos dans le monde, qui ont conduit à cette redéfinition du kilogramme, qui n'est plus cet artefact stocké au pavillon de Breteuil, mais on a fixé justement la constante de Planck. Et c'est une histoire magnifique que Mathieu Thomas va nous raconter maintenant. Alors, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci Christophe pour l'introduction. Alors, j'ai la tâche difficile de reprendre la parole après la présentation de Marc sur l'histoire en général de la 150 ans de la Convention du Mètre. Alors, je vais essayer de m'en sortir en me fixant finalement sur l'histoire de la plus intéressante de toutes les unités, je pense, le kilogramme. Il y a 7 unités, mais je crois que celle-ci, ça reste la plus importante, en tout cas pour ceux qui travaillent dessus, c'est sûr. Alors, je vais essayer de vous faire transmettre un petit peu ce qui est le plus passionnant dans cette aventure. Vraiment une unité symbolique, le kilogramme, c'est le Bureau international des poids et mesures. Donc évidemment, il y avait le kilogramme pour les poids. Les mesures, c'est sous-entendu les autres. Le mètre sans doute, mais les autres. En tout cas,
plus de 150 ans d'aventure, parce que ça commence un petit peu avant la Convention du Mètre, ça commence à la Révolution française, moi je démarre à la Révolution française, et ça se termine par la transition du kilogramme étalon aux balances de Kibble et en fait à la constante de Planck. Alors, je fais un exposé donc, qui démarrera par finalement l'enfance du kilogramme, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec le système métrique pendant la Révolution française. Évidemment, on parlera de la Convention du Mètre, les raisons qui ont poussé à la redéfinition de l'unité de masse. Le nouvel SI, vraiment dire quelle était la grande idée. Il n'y avait pas que la redéfinition de l'unité de masse, c'était vraiment redéfinir, disons, 4 unités et réécrire les 7 unités du système international d'unités. Et enfin, je retracerai pour terminer, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est les métamorphoses du kilogramme au cours des siècles, finalement. Par quelles différentes étapes est-on passé, par quelle réflexion a-t-on eu? Alors, pour le système métrique, donc ça a été évoqué, le système métrique, il a démarré avec la Révolution française. Donc c'est la fameuse phrase de Condorcet, un système de mesure pour tous les temps et pour tous les peuples. Alors ça donne bien, disons, un peu l'ambition folle, je veux dire, de l'époque. C'est un système pour tous les temps, c'est, disons, parfaitement robuste. Un système pour tous les peuples, c'est parfaitement universel. Il n'y aurait pas de contestation, pas d'idée de se dire cette idée-là, le pied du roi de tel pays ou autre chose. Non, c'est vraiment une unité universelle. Donc une des unités universelles qui a émergé, une des premières, disons, mentions qu'il y a de ces unités, c'est du mètre, pardon, pour le mètre. Une des premières mentions de l'unité du mètre comme le quart de la 10 millième partie du quart nord du méridien terrestre. C'était dans une séance de l'Assemblée nationale le 26 mars 1791. Donc, on mentionne le mètre avec une définition assez proche de celle qui va être la sienne pour, disons, l'époque révolutionnaire. Et pas incidemment, mais dans la suite du rapport, on mentionne alors par l'unité de masse. Dans les documents d'époque, on parle souvent d'unité de poids. Il y a ou une confusion, ou au moins un changement de vocabulaire, mais à la limite, peu importe. On parle comme unité de masse du poids d'un volume d'eau donné. Alors ensuite, effectivement, il y a des hésitations entre, pour le nom, que ce soit le grave ou le kilogramme. Pour le volume d'eau aussi qu'on utiliserait, ce serait un décimètre cube ou un centimètre cube. Bon, en tout cas, ce qui est fondamental, l'idée déjà là, c'est qu'on part d'une unité universelle, le mètre, et ce mètre, il donnerait de manière, non équivoque, il donnerait les volumes, le litre à le décimètre cube, et puis la masse directement en utilisant la densité d'un litre d'eau. Donc, une unité qui fait dériver les autres à un système métrique, système décimal. Alors, rapidement, quand même, on converge sur les idées de masse de 1 décimètre cube d'eau. Donc, on doit peser au final, concrètement, 1 litre d'eau, ou en tout cas un volume d'eau. Alors, Lavoisier et Haüy débutent les expériences en 1793. Alors, c'est la Révolution. C'est l'époque de la terreur et Lavoisier est guillotiné. Haüy échappe de peu à la prison et les expériences doivent être recommencées. En tout cas, Lefebvre-Ginaud, un élève de Lavoisier, et Fabroni, il procède à des pesées hydrostatiques. Les pesées hydrostatiques, en fait, l'idée, c'est de peser un volume connu d'eau. Alors, ce volume connu d'eau, ça pourrait être un objet, là, c'est un cylindre qu'on voit en haut à gauche, qui flotte juste à l'équilibre dans un récipient d'eau. Et ensuite, ce récipient, on le pèse. Si on pèse le récipient alors qu'on savait qu'il flottait dans l'eau, ça veut dire qu'on sait qu'on a pesé un volume d'eau particulier. Alors, au XIXe siècle, comment est-ce qu'on fait pour avoir un volume parfaitement connu d'eau, un objet qui a un volume connu, et par rapport au nouveau mètre? Alors, Lefebvre, Ginaud et Fabroni, ils fabriquent un cylindre d'environ 22 cm de hauteur, qu'on voit en bas à gauche. Et ce cylindre, il est mesuré sur 48 diamètres et 37 hauteurs, avec un comparateur à 5 micromètres de résolution. Alors, les données à l'époque, elles ont été soigneusement notées, sur les genres publiés. Et c'est intéressant, on peut, à notre époque, retracer les cartes de niveau des erreurs de la cylindricité du cylindre. Et on voit qu'il y a une erreur pic à pic maximale de 70 micromètres, ce qui est vraiment un tour de force pour l'époque. Alors, une fois qu'on a ce genre de pesée, on a pesé 1 décimètre cube d'eau, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? On doit transférer ça dans un étalon. Alors, une question, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, pourquoi? Quelles sont les qualités d'un étalon de masse? Pourquoi on ne prend pas, par exemple, une pomme? Alors, évidemment, la pomme de Newton, on pourrait dire que c'est un bon étalon de masse. Évidemment, elle va se flétrir, va finir par disparaître. Et donc, par extension, ce qu'on veut pour un étalon de masse, c'est qu'il soit stable. On veut qu'il soit unique, qu'il ait un seul point qui définisse une échelle de masse. Ce n'est pas gérable à l'époque d'avoir plusieurs étalons. Et en gros, on veut qu'il soit inaltérable. On veut qu'il soit dur, homogène, qu'il soit résistant, masse volumique élevée, un certain nombre de qualités. Et pour l'époque, il y a un métal qui semble tout indiquer, c'est le platine. Le platine, c'est un métal qui est ductile, qui est dur, qui est dense,
qui est non magnétique, qui est conducteur, et qui a comme qualité, finalement, comme défaut d'être réfractaire et d'avoir un point de fusion à 1776 degrés. Alors ça veut dire que ce platine-là, il va falloir si on va en faire un étalon, il va falloir le purifier, le fondre en grande quantité. Et pour l'époque, c'est une grosse difficulté, hein. C'est un métal d'orfèvrerie. Il y a un seul orfèvre en France, c'est Marc-Étienne Janetti, qui sait travailler ce matériau-là. L'illustration à droite, c'est une sucrière de la cour de Louis XVI, ça pèse environ 2,5 kg. Alors j'ai vérifié ce matin, le platine, c'est 29 000 € du kilogramme à l'heure actuelle. C'était l'idée, je pense, plus d'avoir un tour de force technologique qu'une ressource financière. En tout cas, c'est très très cher. Et la méthode pour le fabriquer, elle est complexe et dangereuse, hein. Il faut le marteler dans un tube d'acier chauffé rouge. En tout cas, il faut ajouter des sels de fonte qui sont du trioxyde d'arsenic, entre autres. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, je ne suis pas chimiste, mais ça ne paraît pas, disons, bon pour la santé. En tout cas, on peut réaliser comme ça des étalons de platine, des cylindres de platine qui sont martelés à chaud. Et Janetti réussit à fabriquer 4 étalons de platine. Un est confié au CNAM, 2 à l'Observatoire, et le 4e est ajusté sur la masse d'un décimètre cube d'eau qui avait été au préalable déterminé. Et cet étalon, il est ajusté à 2 mg près par rapport à la détermination du kilogramme de la masse du volume d'eau. Cet étalon, il est enfermé dans une boîte en cuir qui est elle-même enfermée dans l'armoire de fer des Archives de France. Et une loi de 1799 stipule que le mètre et le kilogramme en platine sont les étalons définitifs de mesure de longueur de poids dans la République. Alors, je n'ai pas présenté de mètre étalon, mais effectivement, il y a un mètre à bout qui a été fabriqué à la même époque, dans les mêmes conditions, avec les mêmes matériaux. Alors, cet étalon, disons, de bonne qualité et défini par rapport au système métrique, ça a été vraiment quelque chose qui a été vu avec beaucoup d'intérêt par les autres pays, en particulier d'Europe. Et il y a eu un échange, un début de collaboration, finalement, dans les années 1840-1855. Il y a eu des échanges d'étalons. Alors, des échanges d'étalons, que ce soit des étalons, disons, étrangers qui viennent en France pour comparer les valeurs des étalons des pays étrangers à ceux qu'on a nous, ou aussi la France qui envoie des étalons en platine à l'extérieur pour, disons, diffuser le système métrique dans d'autres pays. Ça a été fait, disons, de gré à gré entre différents pays. Il y a eu des comparaisons entre différents jeux d'étalons, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas, disons, d'autorité centrale. Les étalons avaient été fabriqués, disons, coup par coup, à chaque fois que le besoin s'en était fait sentir. Il y a des différences qui s'expliquaient mal. En pratique, le kilogramme des archives n'est pas sorti sur la mort des fers pendant 80 ans. Et on n'était pas capable de raccorder véritablement. Il y a des travaux d'arpentage qui ont été faits, par exemple, entre la France et l'Allemagne, avec des mètres en l'occurrence, et les raccordements des cartes géographiques se faisaient mal. C'était impossible finalement de savoir quel étalon véritablement on utilisait. Il y avait plusieurs mètres, plusieurs étalons. Le kilogramme des archives est sorti de son armoire de fer dans les années 1880 parce qu'on voudrait bien réussir à se mettre d'accord finalement sur un étalon de masse. L'état de surface est perfectible. Il n'y a pas vraiment d'organe décisionnaire qui décide qui peut accéder à cet étalon-là. Donc on a besoin d'un nouvel étalon de masse et d'un nouveau moyen de collaboration. Et donc ce nouveau moyen de collaboration, cette nouvelle association, ce sera la congrégation du maître. Alors, ici, il y a un facsimilé de la première à la dernière page. Je ne sais pas de quelle version, je ne connaissais pas cette histoire de versions avec différentes ordres. En tout cas, il y a le seul facsimilé que j'ai trouvé, voilà, de la première à la dernière page de la convention du maître. Et je vois que moi aussi, j'étais fasciné par les titres. Hein. Il n'y a que des excellences, des rois, des majestés, des empereurs de toutes les Russies. Beaucoup de choses qui ont disparu dans toute l'histoire. Il y a aussi cet accord a été signé par les envoyés plénipotentiaires qui ont signé et apposé le cachet de leur arme. Enfin, c'est vraiment très plein d'emphase. Il y a 17 pays qui ont signé à l'époque. Désormais, il y en a 63. Et ces pays-là, ils y sont parvenus depuis les 150 ans que ce traité est en vigueur. Alors, ce qui est intéressant dans ce traité, c'est qu'on peut en extraire, il y a 14 articles, 15 articles plus un règlement, et on peut en extraire quelques articles, disons, pour s'en servir de guide pour la suite de l'exposé. Le premier article, c'est celui qui s'engage à fonder un Bureau international des poids et mesures, le BIPM, scientifique et permanent. Il y a eu un débat à l'époque qui sera scientifique, c'est-à-dire qu'il ne fera pas que de l'administratif, on va dire, pas de la qualité. Il sera permanent, il ne sera pas réuni temporairement quand il y a besoin de faire des travaux. C'est un bureau permanent. Et ce bureau, ce BIPM, donc il sera ce BIPM, il sera chargé alors de la conservation des prototypes internationaux et des comparaisons avec les prototypes nationaux. Ça, on en parlera en détail. Et dans les articles qui ont été ajoutés en 1921, il sera aussi chargé de la conservation des étalons des unités électriques et aussi de la détermination relative aux constantes de la physique, dont les constantes fondamentales, si on veut. C'est aussi des choses qui sont très importantes et qui vont se poursuivre dans toute l'histoire de la Convention du Maître.
Alors, juste après la convention du maître, il y a du platine irradié qui est fourni par Johnson Matthey, une entreprise métallurgique anglaise en 1878. C'est un alliage qui est d'excellente qualité, hein. C'est vraiment un alliage dont on aurait pu rêver je veux dire les révolutionnaires, les scientifiques à l'époque de la Révolution française pour le système métrique. C'est un alliage fondu qui est fait de platine, donc les fondus, elle est plus simplement amalgamée. Un alliage fondu de platine et d'iridium. Alors l'iridium, en gros, améliore sa dureté. On contrôle ses impuretés, hein. En particulier, il y a très peu de fer ou de ruthénium qui sont des éléments magnétisables, qui sont bons, on va dire, pour la stabilité des étalons de masse. Il y a un contrôle des défauts de l'état de surface. Donc c'est vraiment un métal qui est de très très bonne qualité. Il y a 3 étalons qui sont fabriqués, le K1, K2, K3 par Saint-Clair de Ville. Et ces 3 étalons de masse en platine, ils sont comparés des milliers de fois pour vraiment comprendre leur propriétés volumiques, leur comportement. Ils sont comparés avec les étalons en platine d'époque révolutionnaire, les étalons en platine du CNAM et de l'Observatoire de Paris. À la fin, des comparaisons sont effectuées entre le K3 et le kilogramme des archives, avec un comparateur de masse qui a une résolution à l'époque excellente de 5 ou 10 microgrammes par kilogramme. Et on trouve que le kilogramme numéro 3, il est très proche, à environ 15 microgrammes près, de la masse du kilogramme des archives. Alors, on trouve que le kilogramme numéro 3 a une masse très proche de celle du kilogramme des archives, et on vient de signer, enfin on a signé il y a une petite dizaine d'années, la convention du maître. Alors, que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, tout simplement, la première CGPM, elle sanctionne le prototype international du kilogramme en désignant le kilogramme numéro 3 comme grand K, le prototype international du kilogramme. Elle est désignée par une lettre K, sa masse est égale à 1 kg par définition. Ce prototype est considéré désormais comme unité de masse. Alors, cette définition, donc c'est celle de 1889, et la seule modification qu'il y a eu avant la grande redéfinition de 2019, c'est de préciser, il y a toujours un problème de vocabulaire, que le kilogramme, c'est bien une unité de masse. C'est les 2 seules choses qui sont arrivées dans la définition du kilogramme jusqu'en 2019. Alors, le kilogramme, le grand K, il est habituellement dans un coffre fort, dans un caveau du BIPM. C'est un coffre-fort qui est fermé par 3 clés, qui est contrôlé par 3 par le président du comité de mesure, par le directeur du bureau international et mesures et par un représentant des archives nationales. Alors, il y a aussi 40 prototypes supplémentaires qui ont officiels et qui sont placés à côté du prototype international du kilogramme. Alors, ça fait plusieurs fois que j'emploie le mot et j'ai oublié de le définir. C'est un cylindre de platine irradiée qui a été réalisé sous la direction du BIPM, qui a ajusté au niveau d'un pays. Ce n'est pas un simple étalon de masse qui sert à des vérifications, c'est l'origine d'une échelle de masse. C'est vraiment un objet qui a une histoire qui est unique, c'est un prototype, il est unique en tant que tel. Donc on a ce coffre, cette photographie, elle a été prise sûrement dans les années 50, on voit au-dessus un cylindre pour un mètre étalon, pour des mètres étalons, sans doute le mètre international. Dans les années 60, on a cette photographie-là. Alors je ne sais pas où est passé le mètre international qui était placé au-dessus. Et enfin, et vous verrez pourquoi, ici il y a une photo au BIPM, le grand K avec ses 6 copies officielles. Et c'est un peu pour le plaisir, là, il y a 4 photographies du grand K, dont 3 avec ses copies officielles. Et il faut savoir que ces photographies-là, ces 4 photographies-là, elles représentent pratiquement la moitié de toute l'iconographie disponible sur le grand K. Il y a 147 ans d'existence, il pèse 1 kg exactement, et il y a moins de 10 photographies authentiques de l'IPK disponibles. Alors, les copies officielles, donc, à quoi servent-elles? De principe, elles servent à contrôler l'évolution de masse du grand K, tout en sachant par définition. Alors, comment est-ce qu'on procède? En principe, si on veut s'intéresser par exemple à la masse de l'IPK du grand K, du prototype international du kilogramme, en le comparant au kilogramme numéro 1, le K1 qui est en jaune, là, c'est une des premières copies qui date de la coulée de 1889. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a été pesé, comparé au grand K en 1889, et environ tous les 50 ans, il est comparé de nouveau au grand K quand il est sorti de son coffre. Alors là, il y a un exemple à 1989. Donc, en 1989, K1, une copie officielle, pesait donc 1 kg plus 135 mg. Alors, ces comparaisons ont été effectuées, donc je vous ai dit, tous les 50 ans environ, 1889, 1946, 91 et 2014. Et on a ici une évolution différentielle de la masse des copies officielles par rapport à grand K, qui est la ligne
la ligne rouge, qui vaut 1 kg par définition. Alors, ce qu'on peut voir, c'est une légère dérive des valeurs des masses des copies officielles, une dérive d'environ 30 microgrammes à 130 ans. Alors, c'est à la fois clairement visible, c'est-à-dire qu'on voit très bien, sur ce graphique-là de 130 ans, on voit très bien aussi parce que pendant ces 130 années-là, la résolution des comparateurs de masse s'est clairement améliorée. On est passé, disons, d'une dizaine de microgrammes au début du siècle dernier à mieux que 0,3 microgrammes, à 0,3 microgrammes à l'heure actuelle. Donc, c'est à la fois visible, en même temps, c'est très peu. Hein. On parle de 30 microgrammes, 30 milliardièmes de kilogrammes, c'est à peu près la masse d'une empreinte digitale sur un étalon de platine. Il y a une empreinte digitale d'un doigt propre. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très important. En tout cas, en plus de ces copies officielles, il y a eu 40 étalons qui ont été réalisés. Chaque pays qui adhère à la Convention du mètre a son propre prototype national. En France, il a échu le prototype numéro 35 pour tirage au sort. Le prototype français, le numéro 35. Et ce numéro 35, il a été comparé en même temps que les copies officielles, finalement, par rapport au grand cas, en 1889 et jusqu'en 2014. Et donc, il a pesé 1 kg plus 191 mg, 191 microgrammes, jusqu'à 1 kg plus 203 microgrammes. Donc, c'est quand même une très bonne stabilité. Donc, on connaît la masse du prototype national français par rapport à l'IPK, donc sa masse en kilogrammes. Et ce kilogramme français, il est utilisé par le LNE, qui est le laboratoire national de métrologie en France, et qui est le laboratoire qui dissimule l'unité de masse pour la France. Il est utilisé pour étalonner un étalon en platine, le platine 4, l'ensemble des étalons de masse en un seul point de référence. Alors, arrivé là, on peut avoir l'impression que ça fonctionne plutôt bien, que c'est maîtrisé, parce que la stabilité, l'unicité de l'unité de masse a été très bien maintenue pendant 150 ans, 50 microgrammes en 150 ans. Alors, le problème, c'est que le kilogramme, il définit le kilogramme, pas le milligramme. Par exemple, c'est un point unique sur l'échelle, c'est-à-dire que si on veut mesurer des faibles masses, ça pose vraiment des problèmes d'augmentation des incertitudes à chaque étape. Ensuite, c'est la dernière unité qui est définie sur un artefact matériel. Si on prend l'exemple du mètre, il est défini par la valeur de la constante petit c, la vitesse de la lumière, la célérité, la constante qui apparaît dans E égale mc2, c'est des équations les plus simples de la physique. Et à côté de ça, le kilogramme, il est défini par un objet réel qui est stocké quelque part. C'est vraiment pas très satisfaisant. En plus, ces instabilités, elles se répercutent sur la mole, sur le candela et sur l'ampère, et sur en fait toutes les unités électriques. Alors, elles se répercutent sur les unités électriques parce que la définition de l'ampère en 1948, c'est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, génère telle force par unité de longueur. Donc on parle d'une force qui est générée, donc si on génère une force, on parle de Newton, si on parle de Newton, on parle d'accélération, et donc on retombe sur le kilogramme. Ça veut dire qu'en fait, l'ampère, il était limité par notre connaissance du kilogramme. Et autant le kilogramme avec définition donc sur un artefact, autant, disons, depuis 1948 et même bien avant, il y a eu de nombreuses avancées de la physique qui sont produites. Et par exemple, on a eu la révolution quantique, ça a déjà été mentionné et évoqué, mais Max Planck et Albert Einstein, en 1905, ont découvert que l'énergie d'un photon, elle était proportionnelle à sa fréquence nue, et que la constante de proportionnalité, c'était H. Donc là, on a une équation aussi qui est très, très... On fait l'histoire à l'envers, mais c'est certain que c'est quelque chose qui serait tentant. Vous allez voir la suite du raisonnement. Alors, on a les taux quantiques. Pour l'instant, on a E égale H nu, mais en métrologie, ce qui intervient, ce qui apparaît, c'est qu'on a deux satisfaisantes grâce aux effets quantiques en général. Pour la résistance, on a ce qu'on appelle l'effet Hall quantique. L'effet Hall quantique, alors, c'est une résistance qui apparaît dans un gaz 2D d'électrons lorsqu'il est placé dans certaines conditions, mais ça, à la limite, ça n'a pas d'intérêt en tant que tel pour cette présentation, mais c'est la capacité qu'on a à générer une résistance très précise, très bien connue, avec une reproductibilité meilleure que 10-10, et cette résistance, elle dépend d'une constante qui contient H, la constante de Planck, et E, la charge élémentaire, charge de l'électron. Il existe également un autre effet Josephson qui est utilisé quotidiennement dans les laboratoires de métrologie, donc l'effet Josephson qui permet de disposer d'une tension de référence
qui est extrêmement reproductible. Cette fois-ci, on est à mieux que 10-16. Et cette tension de référence, elle dépend de nouveau de la charge élémentaire, la charge électrique, et de la constante de Planck. Alors, quand on voit ça, on a une tension, une résistance. Avec la loi d'Ohm, on pourrait tout à fait imaginer réaliser l'ampère. Le problème, c'est que si on fait ça, on aura une très très bonne reproductibilité, mais on est hors SI, c'est-à-dire que on réalise l'ampère sans utiliser la définition du SI. Donc ça, c'est vraiment un problème qui était vraiment prégnant. On a en pratique des unités électriques qui existent en dehors du système international d'unités. En plus, quand on pense à l'ampère, alors c'est ce qui a été évoqué, on pense à l'ampère. L'ampère, vraiment intuitivement, c'est un débit de charge, c'est un nombre d'électrons qui se déplacent par seconde. On aura envie de s'appuyer sur une valeur fixée de la valeur de l'électron pour définir l'ampère. Et si on imaginait ça, on voit qu'on a la constante de Planck H qui reste toute seule et dont on pourrait sans doute faire quelque chose. Alors, par-dessus, en plus de ce désir en redéfinition des unités électriques, il y a le principe de la balance de Kibble qui est devenu, disons, mieux compris, mieux utilisé. La balance de Kibble, c'est un principe qui a été imaginé par Brian Kibble en 1975. Donc, cette année, c'est les 150 ans de la Convention du Mètre, et c'est aussi les 50 ans du principe de la balance de Kibble. Cette balance, elle s'appelle initialement la balance du Watt, ça a été dit, je vais vous dire pourquoi. Le principe, c'est simplement une balance électromagnétique. Ce qu'on veut, c'est équilibrer le poids d'une masse inconnue, mg, une masse inconnue connue, d'ailleurs, mg, par une force électromagnétique. Donc, la force électromagnétique générée par un courant qui circule dans une bobine de longueur L et plongée dans le champ magnétique B. On peut écrire que mg égale BLI, il y a 3 équations sur ce transparent et ce sera les seules du reste de la présentation, je vous promets. Mais en tout cas, donc on équilibre mg égale BLI. BLI il est mal connu, B est mal connu, L est mal connu. Donc la grande idée de Brian Kibble, ça a été d'ajouter à cette première phase une deuxième phase qu'on appelle la phase dynamique, où on déplace la même bobine dans le même champ magnétique à une vitesse V connue. Dans ce cas-là, c'est l'effet dynamo si on veut. On génère au bord de la bobine qui se déplace une tension U qui dépend du BL et de la vitesse. Voilà deux équations et deux inconnus qui sont BL. On peut les faire disparaître de l'équation et on établit une équation de puissance mgv égale 8. C'est la balance du Watt, c'est l'équation de puissance parce qu'à gauche, on a une puissance mécanique, une force fois une vitesse, et à droite, une puissance électrique. Et si on se rappelle que dans un laboratoire de métrologie, on mesure les tensions par rapport à l'effet Josephson qui génère des volts si on veut, et le courant par rapport à l'effet Josephson et les folds quantiques, et bien en fait, on crée un lien entre la masse et la constante de Planck. Et donc, on peut imaginer mesurer la constante de Planck si on connaît la masse, ou on pourrait imaginer fixer la valeur de la constante de Planck et déterminer une valeur de masse. Alors, avec tous ces indices, ces possibilités qui convergent vers une redéfinition du SI basée sur des constantes fondamentales, des constantes de la physique, ou en tout cas des constantes de définition sur des nombres finalement. Donc la CGPM, elle encourage formellement à poursuivre les efforts pour affiner les expériences qui relient l'unité de masse à des constantes fondamentales en 1999. Et les efforts ont été poursuivis. Si je vous montre sur le graphique qui est ici, vous pouvez reconnaître la dispersion en valeur de masse des copies officielles sur les 150 dernières années. Et les points rouges que j'ai tracés, c'est des déterminations en équivalent masse, si on veut, des valeurs de constante de Planck entre 1995 et 2017. Et ce qu'on voit, c'est que les barres d'erreur, donc en gros, barres verticales, les barres rouges, elles deviennent rapidement, en tout cas elles deviennent à notre échelle, deviennent compatibles avec la dispersion qu'on observe sur les masses étalons, sur les copies officielles. Donc on progresse vers le fait qu'on a des valeurs de constante de Planck qui sont aussi stables, voire plus stables que les masses du système international d'unité. Alors, chacun de ces points rouges, là, c'est un ensemble de déterminations de constantes de Planck, année par année. C'est les meilleures déterminations de constantes de Planck disponibles à telle année. Et si, par exemple, on s'intéresse à la détermination de 2017, la dernière, elle renferme, en fait, c'est la moyenne de 7 déterminations de constantes de Planck. Les meilleures et les plus compétitives de l'époque, on a 3 balances du Watt qui ont fourni des valeurs pour cette détermination, donc le LNE pour la France, le NIST les États-Unis, le NRC le Canada, et aussi 4 sphères de silicium dont je parlerai juste après. Et ces 7 déterminations de valeur de H ont été moyennées, arrondies à la valeur, si on veut, définitive de la constante de Planck, qui est 6,626 0,7015 10-34 joules seconde. Alors, dans le même effort, dans le même élan, mais avec bien sûr d'autres dispositifs, d'autres systèmes expérimentaux, la valeur de E a été fixée, la charge élémentaire, de K, la constante de Boltzmann, et du nombre d'Avogadro.
Et à ce moment-là, le CIPM, le Comité international des poids et mesures, note que les conditions fixées pour procéder à la révision du SI sont désormais remplies. Et on procède donc à la redéfinition du SI à la CGPM de 2018. Alors, dans le nouvel SI, chaque unité de mesure a une définition qui est identique. Alors, dans le nouvel SI, il y a 4 unités qui ont été redéfinies, c'est-à-dire qui ont été raccrochées à des constantes fondamentales alors qu'elles ne l'étaient pas avant, et les 3 autres ont été, disons, réécrites. Et chacune a été réécrite sur le même canevas. Alors, par exemple, pour le kilogramme, c'est le kilogramme, symbole Kg, c'est l'unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck, H égale à ceci, cela. Donc, on donne en fait le nom, le symbole, la grandeur et la valeur de la constante que définit. Dans cette définition, on note aussi qu'on a besoin du mètre et de la seconde. Donc, le kilogramme dépend du mètre et de la seconde. Et en fait, comme toutes les grandeurs sont définies de la même façon, avec une constante de définition, toutes les unités, on peut noter sur une carte de visite le SI en 7 lignes, en fait, en notant les 7 valeurs des 7 constantes de définition qui définissent ces 7 unités. Donc là, on a les 3 qui définissent le kilogramme. Pour l'ampère dont on a parlé, on fixe la charge élémentaire E, et maintenant, on a l'ampère qui est indépendant du kilogramme et qui dépend du temps, de la seconde. Et on a donc 7 constantes de définition pour 7 unités. C'est un système homogène et complet, le nouvel SI qui est cohérent, chaque unité définie de la même façon, dans le même esprit. Pour la mise en pratique, ce qui est nouveau, c'est que la définition du kilogramme, elle n'explique pas comment on va faire un kilogramme, mais le BIPM donne ce qu'on appelle des mises en pratique, où il donne les méthodes pour réaliser le kilogramme avec la meilleure incertitude possible. Alors, il y a 2 méthodes qui sont données. Une balance électromagnétique spécialement destinée à cet usage, donc une balance de Kibble, et une méthode où on compte des atomes dans un cristal. Alors, cette méthode, c'est celle qu'on appelle la sphère de silicium, pardon. À l'intérieur, sans défaut, et donc parfaitement sphérique. L'illustration, c'est une carte de niveau des erreurs à la sphéricité qui sont limitées à 90 nanomètres sur cet exemple-là. Et il faut se rappeler que 200 ans auparavant, on avait des erreurs à la cylindricité de l'ordre de 70 micromètres. Donc il y a quand même 3 ordres de grandeur qui ont été gagnés en 200 ans, c'est tout à fait considérable. Alors pour terminer, j'aimerais juste rappeler les métamorphoses du kilogramme. Qu'est-ce qu'a été un kilogramme au cours de son existence finalement? Alors, avant la convention du mètre, le kilogramme, c'était la masse d'un décimètre cube d'eau. Cette masse, elle a été effectivement pesée en faisant des pesées hydrostatiques. Elle a été transférée, au meilleur des connaissances, dans le kilogramme des archives, en assurant la continuité de ce qu'on savait pour la masse du décimètre cube d'eau, pour la pesée qui avait été effectivement faite, et tout ça a été transféré dans le kilogramme des archives. Lors de la convention du mètre, le kilogramme des archives a été comparé au prototype international du kilogramme pour donner un nouvel étalon. Ce prototype international du kilogramme, il a été soumis, disons, à des comparaisons périodiques et il a répété à chacune de ces occasions, de ces comparaisons, ce que c'était qu'un kilogramme, c'est-à-dire la masse du prototype international du kilogramme. Donc, 5 fois, on a mesuré de nouveau un kilogramme, on a calibré nos 1 kg sur l'IPK. En 2017, on a donné notre meilleure valeur de H, qui a été de constante de Planck, qui a été mesurée par rapport à l'IPK. Cette valeur, elle a été gravée dans le marbre du BIPM, dans ses documents, dans ses serveurs informatiques. Elle ne devrait plus être modifiée jusqu'à un nouveau modèle de physique, on va dire. Et c'est cette grandeur-là qui permet au kilogramme de rentrer dans l'air quantique. Et j'ai terminé pratiquement. Moi aussi, c'est mon dernier transparent, j'espère que c'est vrai. Et donc, à l'heure actuelle, on a tous les 2-3 ans, 2 à 3 années, on a une comparaison entre les différentes balances de Kibble autour du monde, les différentes sphères de silicium qui déterminent ce qu'on appelle une valeur de consensus, c'est-à-dire au final, la valeur de la masse d'un kilogramme telle qu'elle est vue par les étalons du BIPM. Et on a eu 2 de ces déterminations à l'heure actuelle. On a déterminé en 2021 que la masse maintenue du BIPM, la référence de masse était de 1 kg moins 2 microgrammes pour les étalons de masse du BIPM, 1 kg moins 7 microgrammes en 2023. Alors, il faut savoir que c'est non significatif à l'heure actuelle, il y a des incertitudes associées d'une vingtaine de microgrammes. Donc pour l'instant, on est encore dans l'épaisseur du trait. Et donc oui, pour terminer, donc la convention du mètre, à l'origine, c'est un traité diplomatique pour le mètre et le kilogramme qui s'est étendu dans les 150 dernières années dans un cadre métrologique général pour les 7 unités de la physique. Quant au kilogramme, il y a eu des métamorphoses, des changements de définition, de réalisation, mais il y a toujours eu continuité des valeurs. Et pendant la plus grande majorité de l'existence du traité du mètre, le kilogramme a été défini comme la masse du prototype
international du kilogramme. Depuis 2019, il est défini par une valeur fixée de la constante de Planck. Et une nouvelle définition entraîne déjà de nouvelles applications. Par exemple, on est capable à l'heure actuelle de faire des pesées de faible masse avec des incertitudes bien meilleures que celles qu'on faisait auparavant. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathieu pour cet exposé historique passionnant qui montre bien, dans le cas du kilogramme, l'évolution entre le côté pratique, finalement prendre cette décision d'en prendre un parmi tous les autres, et voilà, et dire c'est lui, et puis et c'est comme ça qu'on va l'utiliser après, au niveau international. C'est une très très belle histoire. On a le temps pour poser une ou deux questions. Oui. Moi, c'est une question simple. Tu l'as peut-être dit très rapidement, mais les mesures sont effectuées dans l'air ou dans le vide? Les mesures, elles sont... Alors, ça dépend de quelles mesures on parle, c'est-à-dire ça dépend de la certitude qu'on vise. Si on parle des... Moi, c'est ça la question. Les mesures qui sont faites pour les balances du watt, à l'heure actuelle, elles sont effectuées dans le vide pour s'affranchir de la poussée d'Archimède et de l'indice de réfraction de l'air dont on a parlé. À ce niveau de précision, c'est vraiment indispensable. Et à l'époque? Alors, à l'époque, je vais se montrer transparent. À l'époque, les balances du watt qui ont participé à la redéfinition, donc les Canadiens et les Américains travaillaient dans le vide. Et à l'époque, en France, on était dans l'air pour des raisons pratiques expérimentales, on va dire. C'est vraiment ce qui limitait la détermination à l'époque, oui. Aujourd'hui, la balance fonctionne sous vide et fonctionne très bien. Oui, mais tu es très modeste là, tu ne nous l'as pas dit, ça. Il y a c'est l'histoire du kilogramme, pas encore de la balance du watt, de Kibble, du LNE. Mais effectivement, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu deux déterminations jusqu'à présent de ce qu'on appelle la valeur de consensus en 2021, qui était donnée en 2021-2023. Effectivement, il y a une mesure qui a été faite cet hiver, qui a très bien fonctionné pour la balance du LNE et qui contribuera à la connaissance justement finalement de la valeur de l'échelle de masse au niveau international. Oui. Évidemment, il n'a pas été sur toute la physique. Alors, mais derrière, ça concentré de mesures de physique de haute précision absolument remarquables, parce que c'est à la fois une balance, c'est à la fois un électromètre, on mesure des tensions, et on doit mesurer, on mesure une vitesse extrêmement précisément, et il faut connaître l'accélération de l'eau. N'hésitez à parler, parce que IAG, il faut savoir, c'est une des expériences de physique les plus belles aujourd'hui. Ouais, avant on comparait des masses au final, mais c'est vrai que là ce qu'on pèse dans une balance du watt, c'est un poids. On a besoin de mg, il faut qu'on ait petit g en permanence, en temps réel, au centre de gravité de la masse, en prenant même en compte l'autogravité, la gravité induite par la balance elle-même. C'est une expérience qui est vraiment, qui est très, très complexe, qui fait intervenir de nombreux domaines de la physique. C'est ça tout son intérêt et sa difficulté aussi, oui. C'est des dizaines d'années d'efforts. Tu pourrais peut-être nous dire un peu, maintenant, dans la gamme des masses, vers quoi on va, est-ce que l'amélioration de la précision des masses au milligramme ou au microgramme, ça va servir à quelque chose? Si oui, à qui? Où est-ce qu'on va? Tu avais parlé, et Marc l'avait dit aussi, quand on transfère entre 1 kilogramme et 1 milligramme, on perd, évidemment, parce que si on garde la même incertitude qu'on avait au début, on avait 10 microgrammes sur 1 kilogramme, c'est pareil que 10 microgrammes sur 1 milligramme. Ouais. Alors, il y a deux parties à cette réponse. Alors, disons, si on parle de l'échelle des masses, si on parle de l'échelle des masses, c'est-à-dire le sommet métrologique, alors que c'est le kilogramme. Toutes les balances du watt qui ont été conçues, elles ont été conçues pour la redéfinition et donc pour peser 1 kilogramme. Mais pour des raisons, disons, pratiques, entraîne l'imagination des bobines de grande dimension. Donc, toutes les balances complexes à opérer et le futur, disons, il y a un moyen terme des balances
pèserait une centaine de grammes. L'autre bout de l'échelle de masse, effectivement, il y a, comme j'ai dit, le LNO, il étalonne, le LNO en particulier, il étalonne des masses de 1 mg jusqu'à 5 tonnes à partir du point de pesée, du point de référence de 1 kg. Et c'est clair que ça programme, si on faisait des calculs, si on pouvait le faire en pratique par des comparateurs, on aurait une incertitude qui serait proche de 100% au final, qui serait aussi grande que la valeur de la masse qu'on voudrait peser. Donc tout ce qui est masse, mais surtout faible force en fait, faible force et force d'interaction en nanotechnologie, on n'est en fait pas capable de les mesurer véritablement de manière traçable à l'heure actuelle, mais avec toute expérience qu'on serait capable de mettre au point où intervient la constante de Planck H, on pourrait mesurer les forces de manière intéressante. Les gens qui mesurent les masses atomiques le font déjà. C'est ça. Les masses des atomes. Mais on n'a pas la jonction entre les masses atomiques et la masse de 1 kg finalement sur l'heure actuelle. Il manque un petit quelque chose encore. En fait, ce qu'on voit dans les formules, c'est que c'est toujours le rapport entre la constante de Planck et la masse atomique H sur M qui intervient dans les mesures. Bien, on a le temps pour. Il est 29, on a le temps pour une dernière question. Oui. Pour finir, tout simplement, pourquoi le kilogramme ne s'est-il pas appelé le gramme? Alors, c'est une question très difficile et très confuse. Alors, au niveau la magnitude d'un kilogramme qu'on a maintenant, il aurait pu s'appeler le grave, effectivement. Gramme, milligramme et compagnie, chaque échelle avait son propre nom, du genre, j'invente grave, gravet, graviton, ceci, cela. Grave et le gramme. Le gramme a toujours désigné une magnitude du gramme moderne, si vous voulez. Donc, ce qu'aurait pu avoir comme nom le kilogramme, c'est effectivement le grave. C'est une histoire assez, comment dire, confuse au final, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la question, mais ça a été au début du décimètre cube d'eau, c'était le grave qui définissait une unité de masse. Puis après, on est passé sur centimètre cube d'eau, où c'était le gramme. On est repassé au litre, on a fait le kilogramme, en perdant malheureusement le grave. Sont confuses et imprécises et le vocabulaire. Je sais pas. Le litre, je réfléchis, je ne sais pas. Non. Au moment de la Révolution, dans la loi de, Oui, le cas de Jean Milan 3, le litre s'appelait le cadil. C'était le cadil avant que ce soit personnel au comité consultatif des unités. En 25 ans, depuis 25 ans, à chaque réunion, le représentant de l'ISO propose que l'on change le nom au kilogramme en autre chose pour des questions d'harmonisation. Et à chaque fois, on consacre peut-être une dizaine de minutes à l'écouter, à débattre, etc. Et à conclure que certes, la question est intéressante, mais qu'il n'y sera pas répondu pour des questions de continuité historique, uniquement de continuité historique. Donc, oui, on peut poser la question, mais je pense franchement qu'il n'y a personne qui va en ce sens actuellement. Si, mais chacun est dans son rôle, si vous voulez. Hein, on veut harmoniser et puis on veut aussi être pratique. Et puis en plus, on parlait des unités qui avaient un nom propre et celles qui avaient un nom commun. Et unités qui ont un nom propre, enfin, un nom commun, par exemple, de mémoire, on a le mètre et le kilogramme, évidemment, ils viennent de la Révolution française, ils sont la base, c'est le symbole du début du système. Donc le mètre et le kilogramme, c'est inimaginable de changer leur nom, de les nommer par rapport à quelques physiciens aussi précieux qu'ils soient. Le mètre et le kilogramme, c'est le récit au final. Moi, je voudrais poser une question, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais de 1889 à un peu plus tard, 1875, le kilogramme est l'unité de masse.
du kilogramme. Et puis celle d'aujourd'hui où c'est la masse qui est telle que la personne de plante vaut telle valeur, etc. Première, on a Définition qui était compréhensible. Il restait que le kilogramme. Les autres, oui, c'est possible. Le kilogramme était simple, c'est vrai, mais c'était la dernière qui était simple. Mais c'était une simplicité qui était trompeuse, je pense. Très bien. Bon, je crois qu'il va être temps de conclure cette première conférence sur les mesures et leur histoire. Alors, c'est la première de 11 conférences, donc il en reste 10. Hein, et dans les autres conférences, vous allez voir progressivement Il y a l'industrie du futur, il y a l'énergie. Donc, il y a beaucoup de thèmes. Vous allez voir l'universalité de l'importance des mesures dans tous les domaines de la société. Donc, je vous encourage à venir. La prochaine étant le 13 février, je crois, et la suivante, le 6 mars. Donc, bonne soirée à tout le monde. À bientôt.